Et nous sommes désormais en ligne avec Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires. Bonjour, merci d'être avec nous. Selon Benyamin Netanyahou, Israël disposerait d'un mois pour finir les opérations à Rafah avant de perdre les quelques soutiens internationaux. Est-ce que ça vous semble vraisemblable ? À mon avis, c'est une mission presque impossible. En un mois, essayer d'investir à Rafah, de détruire les 4 bataillons et de déplacer 1,5 million de Palestiniens du sud vers d'autres refuges, c'est une mission qui semble, je dirais, être franchement irréelle. De plus, pourquoi est-ce que avoir déterminé la date du 10 mars, donc le début du Ramadan, comme la date qui devait terminer cette opération. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de sanctifier le Ramadan, comme si jamais les Arabes eux aussi avaient sanctifié les fêtes juives. Je me rappelle, en octobre 73, ils avaient attaqué durant Kippour, et le 7 octobre, c'était durant Sukkot. Donc je ne pense pas que ce soit un élément de réflexion, ni un élément qu'il faut prendre en considération. Il faut se battre jusqu'à ce qu'on termine. Donc là, maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut se permettre de le faire quand il y a 1,5 million de Palestiniens qui sont dans un carré limité et qui n'ont pas d'autre place pour se déplacer ? Vers le nord de la bande de Gaza, donc la ville de Gaza et toute la partie nord, ils sont interdits de mouvement, donc ils ne peuvent pas circuler du sud au nord, ils ne peuvent pas rejoindre ce qui reste de leur maison. Donc il faut trouver d'autres refuges qui sont, je dirais, très limités. Il faut se rappeler que toute la bande de Gaza, c'est quelque chose de très succinct. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Donc de ce point de vue, l'armée a très bien d'exprimer sa position. Le chef d'état-major des armées a dit très clairement, il faut d'abord évacuer la population et ensuite il faut coordonner avec les Égyptiens. Sans cela, il n'y a pas de sens à commencer, je dirais, une opération militaire qui sera automatiquement attaquée par le monde entier, par l'opinion mondiale. Et c'est pour nous ouvrir, je dirais, une brèche énorme pour tout simplement nous mettre, je dirais, face à la critique internationale et jusqu'à je dirais, le Conseil de sécurité qui risque, je dirais, de nous imposer des restrictions énormes et des sanctions aussi. Alors Benyamin Netanyahou a demandé cette semaine à Tsahal de préparer un plan pour évacuer Rafah. Ça fait plus de 3 mois que les opérations sont en cours dans la bande de Gaza. Pourquoi cette situation n'a-t-elle pas été anticipée ? Ah, mais Christopher, les plans pour Rafah existent depuis longtemps. Ne nous bernons pas, nous sommes pris dans un jeu politique ici. L'armée a tout préparé, tout simplement les plans sont là, mais simplement les conditions ne sont pas là. Il faut se décider politiquement à évacuer la population. 2, il faut coordonner avec les Égyptiens parce que les Égyptiens sont en train de menacer. Si jamais vous le faites, nous allons tout simplement suspendre le traité de paix entre nous et Israël. Est-ce que cela vaut la peine du point de vue israélien ? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter et encercler la ville de Rafah et attendre jusqu'à la reddition complète des 4 bataillons sur place? C'est une possibilité une option qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas à tout prix, je dirais, se heurter à un mur et certainement atteindre aux relations que nous avons avec les Égyptiens. Nous avons déjà des problèmes avec les Jordaniens, nous aurons des problèmes avec les Égyptiens. Et pourquoi tout cela ? Est-ce que cela sert, en fait, je dirais, le grand design du nouveau Moyen-Orient avec Israël qui est admis au sein des nations arabes? Je pense que c'est tout simplement superflu. Le Hamas a appelé la Ligue arabe, la Ligue de l'organisation islamique, la communauté internationale à empêcher une opération à Rafah. C'est le signe que le Hamas commence à s'inquiéter pour son sort ? Écoutez, je pense que toute cette affaire de Rafah a une intention très claire, c'est mettre la pression sur le Hamas et pour tout simplement aboutir à des négociations beaucoup plus sérieuses concernant les otages israéliens qui sont avec le Hamas. Donc de ce point de vue-là, je dirais c'est une menace qui est proférée
par Netanyahou pour dire très chers amis, si vous n'êtes pas sérieux, nous allons passer à l'acte. Donc je dirais dans ce jeu où de bras entre nous et le Hamas, il faut voir si jamais le Hamas va accepter finalement de se plier et d'accepter de présenter des positions beaucoup plus modérées et beaucoup plus sérieuses. Alors justement, vous parlez de cette question des otages concernant les négociations. Eh bien, elles semblent être dans une impasse. Des discussions se sont tenues au Caire cette semaine sans de véritables avancées concrètes. Seul fait nouveau, le Qatar souhaiterait expulser de son territoire les dirigeants du Hamas. On regarde les détails de Fanny Zimla. Des négociations bloquées entre Israël et le Hamas. Ce jeudi, le chef des services de renseignements égyptiens, Abbas Kamel, s'est entretenu pendant 4 heures avec un représentant du Hamas, mais les discussions traînent. Selon un journal libanais, le groupe terroriste réclame l'arrêt de toute activité militaire, y compris aérienne, et le retrait de Tsahal en dehors des zones habitées de la bande de Gaza, dans le but de permettre la libération des otages. Des femmes, des enfants, des malades et des personnes âgées seraient libérés contre plus de 1500 prisonniers, dont 500 terroristes qui purgent des peines de prison à vie ou longue durée. Le Hamas réclame davantage d'aide humanitaire, au moins 500 camions par jour, plus d'équipements, d'eau et d'électricité pour la bande de Gaza. Ou encore le retour des populations déplacées à leur lieu de résidence et la suppression de toute restriction israélienne concernant les personnes qui entrent et qui sortent de Rafah à Gaza. Des exigences inaccessibles pour Israël et qui embarrassent le Caire. Alors que le Hamas semble faire traîner les négociations intentionnellement, l'impunité de certains de ses responsables à l'étranger pourrait être menacée. Selon un journal qatari, Doha et Washington travailleraient de concert pour en expulser certains. À l'heure actuelle, Ismaël Haniyeh ou encore Khaled Mashal résident au Qatar. Jacques Neria, pourquoi le Qatar tente, a priori en tout cas, d'expulser les leaders du Hamas de son territoire ? Pour l'instant, attendons voir que cela se passe. Je ne vois pas cela se passer immédiatement, certainement pas. Rappelez-vous, le Qatar, c'est le wahhabisme. C'est le frère jumeau, je dirais, des frères musulmans. Le fait que le Qatar ait des relations avec le Hamas, ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement une idéologie. Donc le fait d'avoir donné la possibilité aux leaders du Hamas de s'établir ou de prendre à Doha, ce n'est pas un hasard, c'est une décision politique que le Qatar a pris sciemment. Et il le fait pourquoi ? Parce qu'il se sent capable de jouer avec toutes les parties concernées. D'un côté, dans le même corridor d'un hôtel à Doha, vous aurez des chambres occupées par le Hamas et vous aurez des chambres occupées par des Israéliens. C'est le jeu du Qatar. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et pendant des années, les leaders du Hamas ont trouvé refuge et d'autres qui ont été, et d'autres même des Arabes israéliens qui ont été impliqués ici comme des espions pour le Hezbollah ont trouvé refuge au Qatar et ils sont là-bas sur place. Les Américains le savent, les Turcs le savent, tous ceux qui sont concernés le savent et personne n'a fait quoi que ce soit parce que le Qatar a décidé qu'il en serait de cette façon-là. Donc aujourd'hui, pour changer les donnes et voir le Qatar céder à la pression et expulser les leaders du Hamas, je pense qu'il est encore trop tôt pour cela, pour arriver à une conclusion. Est-ce que ce serait une bonne chose pour Israël si le Qatar expulse les leaders ? Alors ils trouveront refuge à Istanbul, mais ils seront là-bas à Istanbul. Alors quelle est la grande différence? Donc nous avons deux places de plus. Il y a d'autres capitales arabes qui sont prêtes à les accepter, que ce soit Alger, que ce soit Tripoli, que ce soit d'autres endroits dans le monde arabe, Bagdad ou Damas. Donc je dirais les localités pour loger les leaders du Hamas existent dans le monde arabe malheureusement et même chez les Turcs. Merci beaucoup Jacques Neria d'avoir été avec nous, ancien officier des renseignements militaires.